Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Storia Voce. Comme vous le savez peut-être, nos podcasts sont gratuits et nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant dans le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, nous vous offrirons un abonnement au magazine Histoire et Civilisation. Merci d'avance. En 1955, dans Triste Tropique, Claude Lévi-Strauss écrivait « Je hais les voyages et les explorateurs ». Ce jugement sévère est révélateur des conséquences écologiques et humaines de l'avènement du tourisme dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et à ce tourisme de masse, on pourrait opposer le Grand Tour, pratique élitiste des aristocrates européens qui cherchent à enrichir leur culture gréco-latine en Italie notamment. Seulement, cette dichotomie ne cache-t-elle pas une réalité plus riche ? Pour répondre à cette question, nous recevons Gilles Montègre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste du XVIIIe siècle, maître de conférences HDR à l'université Grenoble-Alpes, et vous venez de publier « Voyager en Europe au temps des Lumières, les émotions de la liberté » aux éditions Talendier. Dans ce livre, vous réalisez une véritable radiographie de l'Europe voyageuse où la variété des profils, des motivations et des pratiques forme un miroir de la société des Lumières, de ses préoccupations, mais aussi de ses tensions. Alors pour commencer, Gilles Montègre, comment définissez-vous le voyage dans votre étude ? Merci pour cette question effectivement centrale, car le voyage est un concept qui peut paraître simple, mais en réalité dont on peine à définir exactement les frontières. Il apparaît dans la langue française dès le XIe siècle, donc il y a longtemps, mais c'est à partir de la fin du XVe siècle qu'il prend sa définition, qui est un petit peu la définition d'aujourd'hui, de déplacement d'une personne vers un lieu assez éloigné. Alors, éloigné de quoi ? Éloigné pourquoi ? Éloigné pour combien de temps ? C'est toute la question. Et c'est une question que se sont en fait posées mes voyageurs, bien avant le XVIIIe siècle, d'ailleurs, dès le temps de la Renaissance, où ont fleuri toute une série d'écrits qu'on appelle les arts apodémiques. Apodémique, c'est du grec apodémos, qui signifie départ pour l'étranger. Et donc, on a affaire à toute une série de publications qui ne sont pas des récits de voyage, mais qui sont des réflexions sur ce que devrait être un voyage réussi. Alors pour ma part, dans ce livre, je n'ai pas assigné de limite, ni sociale, ni temporelle, ni géographique au voyage. J'ai considéré les voyages amples de plusieurs années à l'échelle européenne comme les voyages beaucoup plus rapides, en direction, par exemple, depuis le fond d'une vallée vers une montagne. Pas de limite de temps non plus. En revanche, je distingue trois figures. La figure du voyageur, d'abord, de celle de l'exilé. Le voyage est une expérience qui, disons, se focalise vers l'idée d'un retour. Donc, il y a une dimension provisoire qui fait que les voyageurs sont davantage des fils d'Ulysse que des fils d'Énée. Même si Ulysse est un voyageur qui a éprouvé beaucoup de difficultés, mais nos voyageurs éprouvent aussi des difficultés, mais évidemment, ils espèrent revenir. Et puis, une autre figure qu'il faut différencier de celle du voyageur, c'est celle du travailleur saisonnier, qui voyage beaucoup, lui aussi, mais pour des raisons professionnelles. Et je crois que le voyage est différent de ce point de vue, car il tend à marquer comme une pliure dans une vie. Il revêt une expérience presque existentielle qui va marquer la mémoire du voyageur. Voilà comment peut-être on peut définir le voyage. Donc le XVIIIe siècle est souvent considéré comme le grand siècle du voyage. Oui. En témoignent les plus de 300 récits de voyages qui sont publiés en Europe à ce moment-là. 3000, pardon. 3000. Donc 10 fois plus. Tout à fait. Mais ils présentent souvent, ces récits de voyage, une vision un peu idéalisée de ce qu'est l'expérience du voyageur. Et donc pour être au plus proche du réel, vous êtes intéressé à ce que vous appelez les archives du voyage. En quoi cela consiste-t-il ? Alors effectivement, pour renouveler un petit peu l'approche du voyage, en particulier du voyage au XVIIIe siècle, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs pistes. Il y a la piste des récits de voyage qui est très importante. On passe entre le XVIIe et le XVIIIe siècle de 1500 à plus de 3500 récits de voyage publiés. La force de ces récits de voyage, c'est qu'ils nous parlent de tout. La limite, c'est qu'ils préparent, si vous voulez, une sorte de cloisonnement des études sur le voyage. On va s'intéresser à tel type de voyageur, ou à telle région du voyage, ou à telle motivation du voyage. Et l'autre limite, si vous voulez, de ces récits, c'est que, eh bien évidemment, ils sont une recomposition a posteriori d'une itinérance, puisque le voyageur, lorsqu'il cherche à publier son récit, cherche à séduire un lectorat, reconstruit le voyage en éliminant un petit peu, il faut bien le dire, les difficultés qu'il a pu connaître, les gens qui ont pu l'aider, ou au contraire lui procurer des entraves. Donc, face à ces récits de voyage, il y a aussi la solution d'utiliser ces arts apodémiques, ces guides de voyage, ces conseils aux voyageurs. Alors là, c'est très bien, parce qu'on a l'idée de
qu'est-ce qu'une société, quels sont les horizons d'attente d'une société sur le voyage. Mais évidemment, ces sources, elles nous décrivent davantage le voyage que l'on rêve plutôt que le voyage tel qu'il est. Alors moi, ce que j'ai utilisé, effectivement, c'est j'ai utilisé une autre piste qui est celle de ce que j'appelle les archives du voyage. Les archives du voyage, ce sont tout simplement les traces, souvent manuscrites, que les voyageurs ont laissées. Alors, ils ont pu les conserver dans des archives privées ou dans des archives publiques, mais en tout cas, ce sont des journaux, des carnets, des notes, des dessins, parfois très incomplets, des lettres aussi, parce que les voyageurs écrivaient beaucoup à leurs correspondants, qui vont nous permettre de restituer finalement un voyage écrit et composé au jour le jour, au fur et à mesure des émotions de l'itinérance. Et ça me semble, disons, intéressant pour repenser une histoire du voyage écrite au bord de la route, au fil du chemin, comme celle que j'ai voulu proposer dans ce livre. Alors maintenant, comment pourrait-on expliquer cette intensification du voyage en Europe au temps des Lumières ? Y a-t-il un contexte géopolitique ou technique qui favorise les circulations de personnes ? Oui, le XVIIIe siècle est un siècle qui précède, comme vous l'avez dit, le siècle du tourisme, mais on a tendance à le qualifier de grand siècle du voyage. Alors pourquoi ? Il faut effectivement se poser la question. C'est d'abord un temps qui, à l'échelle des conflits qui ont lieu et qui ont traversé l'Europe à l'époque moderne, est un temps plutôt favorable. Alors je crois qu'il faut introduire un certain nombre de nuances, parce qu'on a aussi affaire bien souvent à une Europe en guerre au cours du XVIIIe siècle. On pense en particulier aux guerres de succession qui émaillent la première moitié du siècle, mais enfin ces guerres de succession, elle s'achève avec le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, qui ouvre donc une saison plus propice aux parcours européens de nos voyageurs, jusqu'à d'ailleurs le temps des guerres révolutionnaires, 1792, qui est une décennie évidemment là où les guerres, pour d'autres raisons politiques, vont intervenir et vont rendre le voyage plus difficile. Donc entre 1748 et 1792, on a un temps particulièrement propice. J'ajoute aussi l'importance de 1763, la fin de la guerre entre la France et l'Angleterre, la fin de la guerre de 7 ans, qui va favoriser une véritable explosion du voyage en direction de l'Angleterre. Ça, c'est pour le contexte géopolitique. Le contexte des routes, alors évidemment, le XVIIIe siècle n'est pas le siècle du chemin de fer, c'est le siècle de la route, en revanche. 26 000 km de route conçus en France au XVIIIe siècle, en particulier grâce à l'action du contrôleur général des finances Horry dans les années 1730, 1740. Une action très importante qui va procurer un raccourcissement déjà assez considérable des temps de parcours. Songez qu'il faut 12 jours pour aller de Paris à Marseille en 1765 et plus que 8 jours en 1780. Donc 8 jours, ça nous paraît très long, mais c'est quand même beaucoup moins à l'échelle d'une génération de voyageurs. C'est aussi le temps du coup de l'amélioration des routes, de l'amélioration des voitures et des voitures hippomobiles qui deviennent plus légères, plus souples, qui permettent des voyages plus rapides. On pense aux turgotines, aux diligences, etc. Et puis c'est un temps aussi où je dirais le voyage se pense à une échelle transnationale, à l'échelle européenne, grâce à un certain nombre d'instruments, de guides, mais je pense aussi à des cartes, des postes de l'Europe, qui vont permettre de penser, d'appréhender le territoire de l'Europe au-delà des royaumes ou des États qui le composent. Et est-ce que justement vous pouvez revenir sur ce fameux guide que vous faites, que dans le livre vous faites un peu préfigurer comme un proto-guide du routard? Alors, je pense que vous évoquez là le guide de Louis Dutens, 1775. La date m'intéresse parce que cet itinéraire des routes d'Europe, pour mémoire, j'ai le titre devant moi, itinéraire des routes les plus fréquentées ou journal d'un voyage aux villes principales de l'Europe. Effectivement, alors c'est intéressant, c'est 200 ans avant le guide du routard, et Dutens se veut effectivement d'une certaine manière un guide qui va suivre le voyageur pas à pas, non simplement pour lui montrer les villes de ses destinations, mais pour l'emmener avec lui au bord de la route. Il dit, je cite le début du texte de Dutens, « Nous avons beaucoup de livres de voyage, mais il y en a peu où l'on trouve ce dont un voyageur a le plus besoin pour avancer commodément en sa route. » Et donc, ce livre de Dutens, c'est 117 itinéraires de ville à ville qui vont permettre aux voyageurs de faire de la route non pas un mal nécessaire, mais déjà une étape, une expérience existentielle du voyage. Alors, venons-en au fameux Grand Tour. En quoi consiste-t-il et quelle proportion de voyageurs représente-t-il, ce Grand Tour ? Alors, le Grand Tour, il faut d'abord peut-être rappeler la définition de ce qu'il représente, car c'est une notion qui est un petit peu complexe ou un petit peu piège. Le Grand Tour désigne, stricto sensu, un mode de voyage bien particulier, qui est le voyage d'éducation, de formation des noblesses européennes. À partir de la fin du XVIe siècle, les jeunes nobles, pas seulement anglais, comme on l'entend dit, mais de différents États européens, considèrent qu'il faut accomplir une forme de tour d'Europe pour parfaire une éducation classique qu'ils ont reçue
auprès de leurs précepteurs ou dans les collèges pour aller en quelque sorte expérimenter dans le monde les vestiges, les territoires qui ont été ceux des grands auteurs latins qu'ils connaissent et qu'ils ont lus à foison. Et donc va se mettre en place ce voyage qui est un voyage des élites, qui est un voyage nobiliaire, qui pousse les nobles à aller rencontrer des alter ego par-delà les frontières. Donc il s'agit de se former aussi au statut de courtisan. Donc c'est un voyage qui a son importance, mais que l'on a, à mon avis, le tort de réduire au voyage en tant que tel à l'époque de l'Ancien Régime. Et ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, à l'appui de ces archives du voyage, et d'une en particulier, c'est que le Grand Tour ne représente qu'un aspect, le Grand Tour aristocratique, qu'un aspect de ces voyages, et qu'il y a bien d'autres manières de voyager, en particulier à l'époque des Lumières. Alors, vous faites référence au corpus Latapi, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce corpus de sources ? Absolument. Alors, dire quelques mots peut-être effectivement de ce personnage, parce que j'évoquais des archives du voyage, mais quelles sont-elles ? Où sont-elles ? J'ai eu la chance dans ma carrière d'historien de pouvoir accéder à une très belle source qui est... alors, la plus belle, ce serait sans doute pas à moi de le dire, les lecteurs de l'ouvrage pourront en juger, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est la plus complète, la plus riche de toutes les archives de voyage européens du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'auteur qui écrit, le voyageur qui écrit, nous propose un ensemble de documents qui consiste à la fois en un journal de voyage, où il écrit du matin jusqu'au soir tout ce qu'il fait, mais aussi des lettres qu'il écrit à ses protecteurs, mais également des mémoires, également des notes, également des dessins, car ce personnage est un futur inspecteur des manufactures. Alors, j'en ai trop dit, je le présente quand même en quelques mots. François de Paule Latapi, qui, en dépit de la particule, n'était pas noble du tout, était un fils de notaire, et pas de n'importe quel notaire, puisque son père était le notaire de Montesquieu. Et donc, le fait que le père de ce Latapi soit le notaire de Montesquieu va, en quelque sorte, conférer un destin très particulier à ce personnage. Montesquieu va le couvrir de sa protection. D'aucuns ont même imaginé qu'il aurait pu, François de Paule Latapi, être le fils caché de Montesquieu. Ce qui est vrai, c'est que Montesquieu va lui donner une éducation dans les lettres, dans les sciences, va lui offrir des protecteurs, va lui offrir des moyens de financement qui vont permettre à ce personnage, qui n'était destiné à que peu de choses dans la société de l'Ancien Régime, qui vont lui permettre de voyager. Et de voyager dans la décennie 1770, à la fois en Angleterre, en Italie, en France, à Malte, et donc de nous apporter une très très belle archive de voyage. Et donc, une des choses que cette archive permet de montrer, c'est que ce ne sont pas que les nobles qui sont capables de voyager. Donc ça, c'est aussi un des aspects un peu piégeux de l'idée du Grand Tour, qui met uniquement en valeur des profils de jeunes hommes aristocratiques. Donc, comment étudier les autres classes sociales qui voyagent au XVIIIe siècle ? Eh oui, alors c'est une question centrale et c'est une question difficile, car si on se réfère à la littérature de voyage publiée, ce ne sont pas les nobles en réalité qui écrivent, ce sont leurs précepteurs. Mais évidemment, leurs précepteurs, ils sont engagés dans des rapports de patronage vis-à-vis de ces nobles, qui fait qu'ils ne peuvent pas écrire vraiment tout ce qu'ils veulent. Quand on ouvre les archives du voyage, on voit tout autre chose. Alors, parce que les archives Latapi sont très belles, ce qui m'a intéressé par-delà de Latapi, c'est tous les voyageurs qu'il décrit, on peut avoir une approche quantitative. Et je crois que l'histoire quantitative a encore beaucoup de choses à nous apprendre dans le domaine historique. Alors, c'est ce que j'ai fait, modestement, c'est-à-dire que j'ai pris tous ces écrits, en particulier ces éphémérides, qui sont conservés, je ne l'ai pas dit, mais il faut que je le précise, chez les descendants du voyageur. C'est là que je les ai retrouvés il y a quelques années dans un château de l'Entre-deux-Mers, et je dois beaucoup aux descendants de Latapi, que je remercie de m'avoir communiqué toutes ces archives. On peut en faire une lecture quantitative, c'est-à-dire qu'on peut faire une base de données de toutes celles et ceux que Latapi rencontre. Et il est à ce point précis, Latapi, c'est un botaniste, donc il est très, très rigoureux dans ceux et celles qu'il décrit, que j'ai recensé 1313 rencontres, si vous voulez. Et sur ces 1313 rencontres, on voit en fait toute une société qui est une société en mouvement. On voit évidemment des sédentaires qui accueillent les voyageurs. On voit aussi des voyageurs, dont certains font partie du Grand Tour. Mais sur les 250 voyageurs que Latapi rencontre, ce n'est que 81 voyageurs. Donc vous voyez que ce n'est loin d'être la majorité. Et alors du coup, on découvre des tas d'autres voyageurs, des voyageurs aventuriers, des voyageurs libertins, on découvre des voyageuses, on découvre des voyageurs francs-maçons, des voyageurs qui voyagent pour leur santé aussi, c'est quelque chose qui est très fréquent au XVIIIe siècle. Donc toute une sociologie du voyage, tout un archipel des voyageurs qui s'élargit à l'appui de ce corpus. Alors, les profils et les motivations des voyageurs, vous venez de le dire, sont extrêmement variés. Il y en a qui peuvent être rattachés à une quête du savoir. Vous évoquez de nombreux érudits qui entreprennent des aventures scientifiques.
Qui est-ce qui finance ces expéditions et sur quoi portent les recherches de ces voyageurs érudits? Alors, c'est une question centrale car parallèlement, si vous voulez, au voyage de formation des aristocrates qui continue à exister, effectivement, toute une série de vastes équipées de voyage se mettent en place au XVIIIe siècle en lien avec la culture des Lumières. Et là, je crois qu'il faut être il faut avoir bien vif à l'esprit, surtout à l'époque qui est la nôtre, à l'époque des voyages qui sont la nôtre, qui sont des voyages essentiellement voués au loisir et, il faut bien le dire, à la mise en scène de soi. Voyages qui, par ailleurs, aujourd'hui, procurent de nombreuses archives aussi, des archives qui sont dans notre smartphone. Mais les voyageurs du XVIIIe siècle produisent des archives, mais ils produisent des archives qui ne sont pas destinées à eux-mêmes. Ils tentent à participer à une quête collective de compréhension, d'observation du monde. C'est je crois, ça qui est très fort. Du coup, ils participent véritablement, et en tout cas c'est ce qu'ils revendiquent, à une quête qui est philosophique. Je vous fais une petite citation, si je peux me permettre, qui me semble intéressante par rapport à cet aspect, une citation d'un certain marquis du Peset en 1783, qui fait une comparaison entre les voyageurs et les médecins. Et il écrit « Les voyageurs sont aux philosophes ce que les apothicaires sont aux médecins. Sur les relations des premiers, les philosophes appuient leur système. D'après la pharmacie des autres, les médecins dictent leurs ordonnances. Si les apothicaires changent de drogue, les malades meurent. Si les voyageurs mentent, les philosophes font de faux calculs. » Donc, il conclut, le rôle de voyageur est donc plus important qu'on ne pense. C'est-à-dire que les voyageurs sont ces agents envoyés par les philosophes, évidemment qui appartiennent à différentes écoles, sur les routes de l'Europe pour comprendre éventuellement la réalité d'un terrain, mais comprendre aussi la félicité des peuples et relier ce niveau de bonheur et de félicité au gouvernement ou à la structuration politique des États. Donc les voyageurs ont un rôle très important comme informateurs des philosophes et du coup le voyage des Lumières a une identité qui lui est propre et qui n'est ni le grand tour ni le tourisme. Un des sujets aussi qui passionne beaucoup les philosophes et les sociétés en général au temps des Lumières, c'est bien sûr l'Antiquité. En quoi le voyager a-t-il renouvelé la vision qu'avaient ces sociétés de l'Antiquité ? Alors, disons que l'attrait pour l'Antiquité est au cœur des mobilités voyageuses, mais je dirais que, et cela bien avant le XVIIIe siècle, mais au XVIIIe siècle se joue une autre chose, parce que l'Antiquité, ce n'est plus simplement, si vous voulez, un phénomène de goût qui va caractériser les sociétés de cour, mais c'est une passion, c'est une véritable passion qui mobilise les couches bourgeoises de la société et même d'autres couches sociales. Et advient à ce moment-là, si vous voulez, une découverte qui joue un rôle fondamental aussi dans le fait que ces voyageurs vont se trouver avec une antiquité qui n'est plus seulement une antiquité rêvée, une antiquité monumentalisée, mais une véritable antiquité face à face, comme l'a qualifié Stendhal. C'est la découverte de Pompéi et d'Herculanum, 1738-1748, première fouille dans ces cités vésuviennes qui vont fasciner les voyageurs. Alors Latapie en est un bon exemple, je l'écris dans le livre, puisqu'il va être le premier voyageur en 1776 à rapporter, à envoyer à l'Académie de Bordeaux un plan des fouilles de Pompéi. Et ce plan est assez original parce qu'il montre que ce qui intéresse Latapie, c'est pas simplement la quête de trésors, de grandes statues ou de grandes mosaïques, mais c'est la compréhension d'un site archéologique. Et ça, on le doit au fait que Latapie n'est pas simplement un antiquaire, mais un naturaliste. Et le naturaliste veut comprendre le terrain, veut stratigraphier l'espace. Donc on a affaire à une stratigraphie, si vous voulez, de l'espace de fouille, qui fait de son témoignage un témoignage particulièrement intéressant, qui intéresse encore d'ailleurs les archéologues de Pompéi aujourd'hui, et qui participe de ce que j'appelle dans mon livre les voyages frontières. Les voyages frontières, c'est-à-dire des voyages qui sont à la croisée de différentes formes de connaissances. Mes voyageurs, Latapie et d'autres, ne se focalisent pas seulement sur la culture de l'Antiquité, mais ils la comparent, ils la confrontent avec la culture des techniques, avec l'approche naturaliste aussi de l'espace. Les savoirs de la route, les savoirs du voyage sont des savoirs poreux. Et cette porosité des savoirs, elle est très importante et je crois elle est très moderne pour notre identité de voyageurs et d'habitants du monde aujourd'hui, parce que elle nous enseigne que pour comprendre le monde, pour comprendre l'habitabilité du monde, qui est si mise à mal aujourd'hui, il faut s'intéresser à la fois aux hommes, à la nature, aux techniques, aux sociétés. Et c'est ce que faisaient les voyageurs au temps des Lumières.
Alors certains voyageurs étaient un peu moins portés vers les questions de science. Si j'en crois votre chapitre qui porte sur les libertins, vous évoquez notamment Casanova. En quoi les pratiques de ces libertins et aventuriers en quoi leurs pratiques sont représentatives d'une volonté de se jouer des normes de la société de l'Ancien Régime? Oui, tout à fait. Casanova est un exemple, mais en réalité, on a toute une catégorie sociale qui est celle des aventuriers voyageurs. Alors le terme d'aventurier, il faut faire attention. C'est des aventuriers, mais c'est pas des aventuriers. C'est des aventuriers dans la société, mais ce sont pas tellement des aventuriers dans la nature. Ils vont dans des lieux assez traditionnels. En fait, ils suivent les nobles dans les cours, dans les villes, pour s'accrocher à eux, se mettre en quelque sorte dans leur roue, usurper parfois leur nom, puisque je rappelle que Casanova est quelqu'un qui va, considérant que l'alphabet appartient à tout le monde, s'inventer le nom de chevalier de Sengalt. Et ce sont en fait, en quelque sorte, les vrais transfuges de classe du XVIIIe siècle. C'est-à-dire ceux qui vont, considérant que la société est à ce point inégalitaire qu'il faut la faire bouger, qui vont, par leurs écrits, par leurs voyages, par la pratique du jeu, par la séduction évidemment, s'inventer littéralement des vies. Casanova est l'exemple le plus célèbre, mais je cite dans mon livre beaucoup d'autres exemples. Je pense à ce Georges Psalmanazar qui est un voyageur incroyable, en fait, issu du sud de la France, et qui réussit à persuader tout le monde qu'il est le premier Taïwanais à être arrivé en Europe. Et donc, il réussit quand même à avoir une chaire à l'université d'Oxford, en inventant un alphabet taïwanais. Et donc, voilà, par le subterfuge, on a affaire parfois à des voyageurs très malins, gagner disons, une certaine place, avant que sa supercherie ne soit mise au jour dans la société. Mais on a d'autres exemples, Zanovic par exemple, un brigand des Balkans qui devient prince d'Albanie. Enfin, on a des itinéraires extraordinaires de voyageurs, compte tenu de cette société qui est une société en mouvement géographiquement, mais en mouvement socialement également. Alors certains de ces aventuriers étaient des aventurières, vous l'avez un peu évoqué déjà tout à l'heure. Vous consacrez une partie de votre ouvrage à reconsidérer la place des femmes dans les flux de voyageurs. Est-ce que le voyage s'oppose à une forme de sédentarité qui est habituellement assignée aux femmes dans le foyer? Est-ce qu'on peut y voir une forme d'émancipation féminine? Alors, c'est quelque chose que l'on peut dire, que l'on peut envisager tout à fait. Évidemment, si l'on regarde les statistiques, les voyageuses sont moins nombreuses que les voyageurs, mais ce qui est très fort, je crois, c'est qu'elles utilisent le voyage comme un facteur de libération, comme l'écrirait Michel Foucault, comme un facteur d'émancipation. Je rappelle le livre de Michel Perrault dans son Histoire des femmes, et son chapitre très important, qui est le chapitre intitulé « Sortir ». Sortir qui montre que l'assignation à la sédentarité, évidemment, c'est une forme élémentaire du contrôle social et du contrôle patriarcal. Et donc, pour en sortir, il faut partir. Et un certain nombre de femmes partent, j'en donne des exemples dans ce livre. On peut citer l'exemple de Esther Lynch Piozzi, qui est une Anglaise, qui va faire un second mariage avec un maître de chant italien, qui va être très mal vu dans la société anglaise, parce qu'il est italien, parce qu'il est maître de chant, parce qu'il est pauvre. Et donc elle va voyager avec lui en 1784 pour éprouver à la hauteur de la route cette liberté sentimentale qui est aussi sa liberté de femme. Mais on pourrait citer aussi bien d'autres exemples. La portraitiste de Marie-Antoinette, Madame Vigée-Lebrun, alors qui est liée au milieu de la cour, mais qui en même temps, de par son statut de femme, n'a pas accès au réseau académique de la peinture, et qui va néanmoins, on est au début de la Révolution, se rendre à Rome et être considéré par les pensionnaires de l'Académie de France à Rome et revendiquer sa liberté de femme qui est aussi une liberté créatrice. Donc les voyageuses jouent effectivement un rôle central dans cette société émancipée qui est celle du voyage. Alors, le grand tour est une notion qui dissimule également la variété des itinéraires empruntés par les voyageurs qui s'aventurent aussi bien aux confins de l'Europe que dans leur propre patrie. Abordons d'abord l'Europe des confins. Pourquoi les voyageurs se détournent de ce traditionnel grand tour pour aller en Écosse ou même en Laponie? Qu'est-ce qui se joue dans ces rencontres ? Oui, il se joue quelque chose de très important car, outre l'opposition un peu sclérosante entre grand tour et tourisme, il y a une autre opposition que l'on a tendance à faire dans les études sur l'histoire du voyage qui est tout aussi sclérosante, c'est l'opposition entre voyage d'exploration et voyage de formation. Alors si vous voulez, vous auriez les grands explorateurs qui vont vers le monde, qui visitent, qui découvrent le monde de Magellan à la Pérouse, et puis vous aurez les voyages de formation, vous avez des nobles qui voyagent en Europe. Moi, cette partition, je la condamne totalement et je considère que l'Europe est aussi un territoire de découverte, et en particulier au XVIIIe siècle, et que ces voyageurs vont jouer un rôle très important parce qu'ils vont être les pionniers d'une première unification géographique de l'Europe, en allant évidemment dans les cours, dans les villes, comme leurs prédécesseurs de la Renaissance et du Grand siècle, mais en allant aussi de plus en plus vers des territoires naturels, vers
des territoires de confins, vers des péninsules, vers des îles, etc. Et donc, ils vont unifier cette géographie culturelle européenne en se revendiquant d'un esprit de découverte qui marque le vieux continent autant qu'il marque les chemins du grand monde. Je retrouve une citation que je voudrais vous faire de ce point de vue qui me semble très intéressante parce qu'elle a trait, je parle de la tapis, c'est les années 1770, mais là, voyons, on est au début de la Régence, avec Antoine de Jussieu. Antoine de Jussieu, grand naturaliste qui fait un voyage en Espagne. Et il écrit « Un voyage dans l'idée des gens de notre goût n'est remarquable qu'autant que les lieux que nous avons parcourus sont moins fréquentés. Plus nous pouvons y rencontrer de solitudes affreuses, de montagnes inaccessibles, de forêts épaisses, de marais impraticables, plus nous y trouvons de charme, et plus les peines et les sueurs qui nous en a coûté pour arriver à ces lieux sont récompensées par les richesses que la nature semble y tenir cachées aux paresseux. » Vous voyez, il y a cette quête de l'Europe des confins qui est très marquante dès le début du siècle et qui va se déployer de décennie en décennie jusqu'à la décennie révolutionnaire. Vous consacrez une partie de votre livre avec la rencontre avec l'autre, le contact avec l'autre. Est-ce que ce contact est possible, même concrètement, d'un point de vue linguistique ? Comment ça se concrétise ? Alors, d'un point de vue linguistique, c'est plus compliqué qu'on ne l'imagine. Pourquoi plus compliqué qu'on ne l'imagine ? Parce qu'il y a aussi une image d'Épinal à laquelle il faut un petit peu tordre le cou. C'est l'idée qu'au XVIIIe siècle, tout le monde parlait français. Alors évidemment, on est nostalgique de ça, à l'ère du triste globish où l'anglais est une langue véhiculaire. Il est en partie vrai qu'au XVIIIe siècle, si vous fréquentiez le monde des cours, le monde des salons, le français était une langue véhiculaire. Mais pour les voyageurs du XVIIIe siècle, qui souhaitent justement sortir de leur champ social et géographique habituel, bien évidemment, ils découvrent que le français n'est pas suffisant et qu'il faut apprendre la langue de l'autre. La Tapie en a un très bel exemple. Lorsqu'il arrive à Rome en 1775, se fait payer les services d'un maître de langue et un grand renfort de leçons, plusieurs fois par semaine, apprend la langue italienne. Et lorsqu'il sait l'italien, au bout de 6 mois, son champ relationnel se reconfigure complètement. C'est-à-dire qu'au début de son voyage, il fréquentait les milieux des expatriés français à Rome, qui sont un petit milieu souvent assez fermé sur lui-même. Et lorsqu'il sait parler italien, il rencontre des architectes italiens, des artistes, et donc il s'ouvre à un autre espace social qui est aussi un autre espace géographique parce que ces interlocuteurs italiens vont lui donner la possibilité de visiter au-delà de Rome des espaces, des territoires qu'il ne s'attendait pas à voir. Le voyage est aussi une expérience du hasard et de la découverte impromptue. Les archives que vous mobilisez font souvent état de bonnes ou de mauvaises pratiques du voyage. Qu'est-ce qui constitue la particularité d'un voyage réussi, notamment selon la Tapie ? Et est-ce que Rousseau en est le maître à penser de ce bon voyage ? Alors, je dirais que Rousseau est l'un des maîtres à penser du voyage. Il n'est évidemment pas le seul, parce qu'au XVIIIe siècle, les débats sur le voyage sont vifs. La lettre sur les voyages de Béat de Murat, en 1725, fait partie de ces écrits qui recommandent de ne pas voyager. Le voyageur serait davantage perverti par le voyage qu'il n'apprendrait un certain nombre de choses. Alors, Rousseau joue un rôle central, en particulier à travers une lettre célèbre publiée dans l'Émile en 1762, parce qu'il propose de réorienter la philosophie du voyage. Il propose de considérer que bien voyager, c'est aller à la rencontre. C'est d'abord voyager à pied, c'est une grande caractéristique que la Tapie reprend. Et c'est une des forces, à mon avis, de cette enquête, ou l'un de ses intérêts en tout cas, c'est de montrer que Rousseau n'a pas simplement eu des lecteurs, il a eu des suiveurs. Il a eu des gens qui ont voyagé comme lui l'entendait. Donc, d'une certaine manière, oui, on peut dire qu'il a été un maître à penser. La Tapie n'est pas le seul. Dans les voyageurs qu'il rencontre, il y a plein de marcheurs en réalité. Il n'y a pas que des marcheurs, mais il y a des gens qui découvrent l'importance du terrain et de la marche. Donc, il y a ceci, et puis il y a évidemment pourquoi faire. Et pourquoi faire ? C'est pour aller, non pas rester dans un entre-soi aristocratique, mais aller à la rencontre des gens du peuple. À ce titre, je vous propose aussi, si vous voulez bien, une citation qui me semble intéressante. Une lettre que la Tapie écrit à la fille de Madame Geoffrin. Donc Madame Geoffrin, la grande salonnière parisienne qu'on connaît, il s'agit ici de sa fille, la marquise de la Ferté-Imbaud, et la Tapie va en Angleterre, on est en 1770, et voilà ce qu'il écrit. Vous savez, madame, que chez toutes les nations, c'est le peuple qu'il faut examiner principalement. C'est chez lui que se trouvent les différences nationales les plus frappantes. Les grands sont jetés dans des moules plus uniformes, parce que l'éducation les empêche de développer leur passion, et parce que les lettres et les voyages les accoutument aux mœurs étrangères et les mettent plus à l'unisson. Nous pouvons juger chez nous les seigneurs anglais. Ils y portent à peu près les mêmes mœurs et les mêmes préjugés que chez eux. Mais pour le peuple, il faut le voir chez lui. Et ça pourrait paraître, si vous voulez, une déclaration de bonne intention. Mais quand on étudie avec précision les archives du voyage, j'ai compté, j'ai fait la comptabilité, sur les 1313 rencontres de la Tapie, 24% sont des personnes issues des couches populaires. Donc cette rencontre entre le monde des élites
de la naissance et des élites culturelles, elle a bien eu lieu. Il faut se poser la question pourquoi, il faut se poser la question ce qu'elle a apporté, mais cette injonction, cette proposition des philosophes a bien été reprise par un certain nombre de voyageurs des Lumières. Vous mettez à contribution une histoire des sensibilités appliquées au voyage, donc il y a une partie vraiment très intéressante de votre ouvrage. Pourquoi cette approche est-elle pertinente pour analyser le voyage alors même qu'on pense généralement aux Lumières comme le siècle de la raison ? Alors, effectivement, c'est un aspect central du livre dont le sous-titre est les émotions de la liberté, donc ce n'est pas un hasard. Il y a aussi, là, je crois, une forme de malentendu. Lorsqu'on associe les Lumières à la raison triomphante, ce qui est en partie vrai, mais on aurait tort de considérer nos voyageurs des Lumières comme des apôtres de la raison qui sont de froids calculateurs, observateurs et mesureurs des réalités qu'ils rencontrent au voyage. C'est en partie vrai. Mais le voyage des Lumières est un voyage de la raison sensible. C'est-à-dire que c'est un voyage qui ne considère pas en contradiction l'exercice de la raison et l'expression des émotions. Et donc, ces émotions, elles s'expriment bien sûr dans le récit de voyage, elles s'expriment encore plus, elles sont à fleur de peau, si je puis dire, dans les archives du voyage, parce que les voyageurs, dans leurs lettres ou dans leurs écrits, peuvent se permettre d'écrire des choses qu'ils ne pourraient pas se permettre lorsqu'ils les publient. Et donc, c'est ce que j'ai voulu restituer à l'appui de ces manuscrits, ceux de Latapi ou d'autres manuscrits d'ailleurs que j'ai pu observer aux archives de l'Académie des sciences ou du Muséum d'histoire naturelle, ici à Paris. C'est cette importance et cette non-contradiction de la raison et de l'émotion. Et quelles sont les émotions que vous observez le plus ? Alors, il y en a beaucoup, évidemment. J'ai cherché à faire à diviser d'ailleurs la dernière partie de ce livre sur les émotions, entre les différentes émotions du voyage, alors, à la fois entre les différents temps du voyage, parce que le voyage est un itinéraire émotionnel. Le départ est évidemment un moment très intense, parce que les voyageurs se séparent de tout ce qu'ils aiment et de toute une sociabilité qui était très très importante pour les voyageurs des Lumières. Pas seulement une sociabilité de famille, mais une sociabilité dans les académies, dans les loges maçonniques, et donc tout ça s'évanouit évidemment lorsque quelqu'un part. On peut partir certes avec quelques compagnons, mais les sociabilités d'habitude s'étiolent. Donc là, il y a un grand moment d'arrachement qui est très très difficile. Il y a le moment de l'arrivée, qui est un grand moment de joie. Alors, où est-ce qu'on arrive quand on arrive en voyage ? Bon, l'arrivée à Rome est un moment qui déchaîne les pleurs chez les voyageurs du XVIIIe siècle. Puis il y a le moment du retour aussi, qui est un moment très 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 fort. Donc, il y a ce cheminement émotionnel que j'ai cherché à restituer. Et puis, il y a effectivement différentes émotions. Alors, je ne peux pas les documenter toutes, mais Latapi et d'autres sont intéressants pour caractériser, par exemple, la colère, la joie, mais aussi le rire des voyageurs. Pourquoi est-ce qu'on rit au XVIIIe siècle quand on voyage ? C'est une question qu'on peut se poser. On ne rit pas au XVIIIe siècle quand on voyage, comme on le faisait au XVIe, au XVIIe siècle. Il y a d'autres choses qui se passent. Il y a une dimension subversive dans ces voyageurs qui ne sont pas tous des nobles et qui vont regarder les nobles au-dessus d'eux avec une certaine ironie. Ou une certaine colère aussi, dans certains cas, comme on le voit dans certains extraits dans le livre. Et puis il y a une émotion qui est assez intéressante, que j'ai développé dans le livre, c'est la honte. La honte parce que Latapi, j'ai remarqué, éprouve souvent de la honte lors de son parcours. Et en même temps, le voyage lui permet de se libérer de cette honte matricielle qui tient à son statut social, si vous voulez, et qui tient aussi à tous les grands et à l'inégalité propre à la société d'Ancien Régime. Et alors, il y a des épisodes qui sont très, très, à mon avis, très, très singuliers, très intéressants à convoquer dans le livre. Il y en a un que j'ai plaisir à évoquer, qui est une rencontre... Une rencontre entre Latapi et un autre personnage auquel je me suis intéressé. J'étais d'ailleurs déjà venu au micro de Storia Voce pour en parler. C'est le cardinal de Bernis, qui était l'objet de mon précédent livre. Alors, le cardinal de Bernis, grand personnage du voyage. Alors, non pas voyageur lui-même, parce qu'il est établi à Rome en tant qu'ambassadeur de France à Rome, mais il reçoit des voyageurs. Il politise le grand tour, en quelque sorte. Et donc, évidemment, lorsque Latapi sort à Rome, il déjeune des dizaines de fois. J'ai pu compter à la table du cardinal de Bernis. Il devient son convive favori. Sauf que, à mon avis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, cette sociabilité de salon ne satisfait pas le voyageur naturaliste qu'est Latapi. À un moment donné, il veut prendre le champ, il veut sortir de tout ça, et donc il se rend au sud de Rome, dans la zone d'Albano, pour observer le terrain, observer les populations, étudier les cratères volcaniques de cette zone. Et il fait la fâcheuse rencontre du cardinal de Bernis. Pourquoi ? Parce que Bernis était évêque également d'Albano. Et alors, le carrosse de Bernis arrive, Latapi est à pied,
et il éprouve une honte terrible. Bon, je pourrais vous lire le passage, mais en Allez-y. gros, ce qu'il dit, le carrosse arrive et il dit « Quand le carrosse a passé, je n'ai pu m'empêcher de mettre mon parapluie devant moi comme un bouclier. J'ai eu sottement une des grandes hontes de ma vie, comme si c'était un grand crime de faire usage de ses jambes, et comme si un homme qui se propose d'observer par lui-même et d'après la nature devait aller autrement. » Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, je crois, dans ce passage, c'est qu'il y a une forme de basculement. Il y a la honte, qui est le moment où Latapi met son parapluie pour se dissimuler à la vue de son interlocuteur. Et puis, il y a le moment où la honte est sublimée. Et ce moment où la honte est sublimée, c'est le moment où le voyageur écrit. C'est-à-dire restitue le soir sa honte et prend conscience par ce geste d'écriture que ce n'est pas lui qui doit avoir honte, mais que c'est la société dans laquelle il vit qui est injuste ou absurde. Nietzsche disait « Quel est le sceau de la liberté acquise ? Ne plus avoir honte de soi-même. » Je crois que Latapi, Rousseau, et d'autres voyageurs ont véritablement expérimenté cette réalité. Et c'est cette lutte aussi, cette lutte menée sur les chemins du voyage qui est intéressante parce qu'elle nous montre l'articulation fondamentale qu'il y a entre une société des Lumières et un âge qui arrive, qui advient, qui se prépare malgré tout, qui est l'âge des révolutions. Oui, vous en parlez très bien dans le livre, avec notamment l'idée de traverser différents régimes politiques qui permet de faire une véritable éducation politique pour les voyageurs. Donc, le voyage au XVIIIe siècle, pour vous, est vraiment une source de liberté, d'émancipation et de réflexion politique qui annonce les révolutions ? Alors, je me méfierais du terme d'annonce, car on a toujours tendance à voir, à ausculter dans la chronologie des Lumières l'annonce ou la prophétie des temps révolutionnaires. Et je crois qu'il faut savoir raison garder là-dessus. En revanche, je crois qu'effectivement, si l'on étudie de manière un peu différente, en faisant un pas de côté, le voyage au temps des Lumières, on peut, oui, comprendre pourquoi les révolutions, car il n'y a pas eu qu'une révolution française, sont advenues. Je citais cet épisode de l'émotion liée à la honte qui est assez révélateur, mais je crois qu'il faut aussi convoquer de part et d'autre, dans le vaste spectre social qui est celui de la société du XVIIIe siècle, une passion véritable, qui est la passion de la liberté. Vous savez, Latapi dit dans ses écrits à un moment donné, je ne sais plus exactement le terme, mais chacun est dominé par ses goûts. Mon goût à moi, c'est le goût de la liberté extrême. Je veux toujours pouvoir dire, j'irai là, je verrai cela si je veux. Eh bien, ce goût, en fait, il est partagé. Il est partagé par, y compris d'ailleurs par des gens bien nés, par des aristocrates. Cette volonté de liberté, cette émotion de la liberté que l'on ressent à l'approche du terrain, à l'approche du contact avec d'autres populations, c'est quelque chose de très très fort. Et c'est quelque chose qui est important à mesurer, dont il faut prendre conscience, parce qu'on comprend mieux à travers ça que la liberté, avant d'être une devise républicaine, avant d'être un programme politique, c'est une émotion éprouvée dans une société bien particulière qui est celle des Lumières sur les chemins de l'Europe. Une autre émotion qui a été ressentie par ces voyageurs, il y a une émotion un peu qui mélange une sorte d'émerveillement et d'effroi, notamment quand vous parlez des paysages volcaniques. On est déjà sur des thématiques qui évoquent beaucoup les romantiques. Oui, absolument. Alors, je me méfie aussi d'un autre terme qui serait le terme de pré-romantisme, qui annoncerait le romantisme. Je crois que les Lumières, comme je l'ai dit, ont leur singularité propre. Mais il est vrai que cette esthétique du sublime, delightful horror, comme le diraient les Anglais, marque vraiment les voyageurs. Il y a tout un chapitre du livre qui est consacré à ces émotions esthétiques, l'esthétique du beau, l'esthétique du pittoresque, l'esthétique du sublime est très important. Le sublime, c'est quoi ? C'est effectivement un spectacle effroyable, mais alors qu'on regarde toujours quand même de loin pour ne pas en risquer d'y être, de s'engouffrer dans une tempête ou dans un séisme, quel qu'il soit. Latapi et d'autres voyageurs sont de bons indicateurs de cela, en particulier grâce au Vésuve, parce que les voyageurs ont aussi la chance, nos voyageurs des Lumières, de voir le Vésuve se réveiller à partir des années 1760. Alors c'est un spectacle extraordinaire pour eux. Les ascensions du Vésuve se multiplient. Certains y vont des dizaines de fois pour observer la montagne en feu, pour se poser des questions aussi de l'origine de ces éruptions volcaniques. Latapi est intéressant parce qu'il nous offre, c'est dans le cahier couleur du livre, disons la
le dessin d'une machine vésuvienne qui a été conçue par le chevalier Hamilton, qui était l'ambassadeur anglais à Naples, et qui est en quelque sorte, j'oserais le terme, une sorte de préfiguration du cinématographe. Bon, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais enfin, en tout cas, c'est un cadre de bois qui simule en mouvement une éruption du Vésuve, grâce à tout un procédé technique de lumière à l'intérieur du tableau, de coulées de lave artificielle, etc., et qui montre que ces émotions sublimes, ce sont des émotions qui vont se développer non seulement chez les voyageurs qui observent un volcan, mais vont se développer à distance, grâce à des tableaux, on connaît les tableaux du peintre Vollert, mais grâce aussi à ces systèmes techniques qui vont répercuter de loin en loin dans les collections européennes la nature en mouvement. Et ces émotions face à la beauté ne sont pas forcément provoquées par des paysages aussi impressionnants que le Vésuve. Vous évoquez notamment la tapie qui est profondément marquée par les jardins anglais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Absolument. Alors, ça rejoint aussi une autre émotion esthétique qui est l'émotion pittoresque. Alors, le pittoresque, c'est un terme sur lequel il faut dire quelques mots parce qu'aujourd'hui, quand on dit pittoresque, on a un certain dédain vis-à-vis de cet adjectif. En réalité, pittoresque, c'est quelque chose de central pour les voyageurs des Lumières. Et la tapie, pour le coup, qui n'était pas très connu en son temps, a joué un rôle central parce qu'il a traduit le traité d'un voyageur anglais sur les jardins qui s'appelle Thomas Whately, qui décrivait ces nouveaux jardins anglais qui laissent une place très grande à la liberté de la nature, vous savez. Et ces jardins étaient la plupart du temps convoqués dans le texte anglais de Whately par le terme « romantic ». Et la tapie traduit romantique par pittoresque. Ce sont des jardins pittoresques. Et donc, il va participer à ce transfert en France de cette nouvelle esthétique paysagère des jardins anglais. Et cette esthétique paysagère, elle va aussi marquer les voyages, parce qu'à partir de la décennie 1780, on publie de plus en plus de voyages pittoresques. Qu'est-ce que sont les voyages pittoresques ? Ce sont de grands ouvrages dans lesquels il y a à la fois la description de territoires et de très très belles planches gravées qui vont permettre aux lecteurs de voyager là aussi par procuration, sans se rendre sur les lieux, de se rendre compte de l'importance, de la beauté de la nature. Donc le pittoresque des jardins et le pittoresque voyageur, c'est quelque chose de très fort. J'ajoute pour la tapie que cette émotion pittoresque, c'est aussi une émotion politique, bien sûr, puisque l'Angleterre pittoresque, l'Angleterre des jardins, cette liberté donnée à la nature, c'est aussi une métaphore de la liberté politique qu'a acquise l'Angleterre depuis la glorieuse révolution de 1688. Et là, la tapie, je ne sais pas si je vous retrouvais la citation, mais a des dialogues assez savoureux avec ses interlocuteurs anglais et considère véritablement que l'Angleterre est un lieu qui incarne la liberté politique, et cette liberté politique, elle se reflète dans son statut, dans son identité, dans son corps lui-même, qui est son corps de voyageur. Je tombe sur la citation. La tapie avec Allan Ramsay. Alors, Allan Ramsay, c'est un Anglais portraitiste de Rousseau, important en son temps, et la tapie dialogue avec lui, si vous voulez. C'est ce que j'ai retrouvé dans ses carnets de voyage inédits. Et Ramsay dit à la tapie, s'adressant à lui en tant qu'Anglais à un Français, si vous voulez. Il dit: la liberté, pour vous Français, est pour vous une maîtresse. Pour nous, elle est une femme. Sous-entendu, on la connaît tous les jours, c'est l'espace public de la liberté anglaise. Et la tapie répond de manière assez intéressante: pour moi, il me semble qu'une femme serait toujours ma maîtresse. Donc vous voyez que ce goût de la liberté, dans les jardins, dans la politique, dans le corps du voyageur, dans l'appréhension de l'espace, c'est quelque chose de très très fort, je crois. Et pour finir, Gilles Montègre, à votre avis, quel enseignement pouvons-nous tirer de l'art du voyage au XVIIIe siècle à l'aune des enjeux actuels éventuellement ? Alors, il serait sans doute peut-être un peu artificiel de dire que nous devrions aujourd'hui voyager comme les femmes et les hommes du XVIIIe siècle. Néanmoins, je crois que le XVIIIe siècle ouvre une véritable saison du voyage qui, je l'ai dit, ne ressemble ni au grand tour aristocratique ni au tourisme, et qui nous offre des propositions singulières. Qu'est-ce qu'ils nous disent finalement, ces voyageurs du XVIIIe siècle ? Ils nous disent d'abord qu'il n'est pas nécessaire d'aller très loin pour éprouver les vertiges de l'ailleurs. Et donc il y a tout un voyage du proche, ce que j'appelle dans mon livre le voyage autochtone, qui est très très intéressant parce que le dépaysement n'est pas mesurable à l'aune de l'éloignement. Et évidemment, avec les problèmes que pose aujourd'hui le transport aérien et les combustibles fossiles, c'est des choses, je pense, qu'il faut arriver à méditer. Ils nous disent aussi qu'il faut voyager au plus proche de la nature, au plus proche du terrain,
en articulant la compréhension des sociétés et la compréhension de la nature. C'est quelque chose, je crois, qui est absolument fondamental, c'est-à-dire d'avoir une approche naturaliste des sociétés humaines et une approche humaniste de la nature. C'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui, cruellement. Les écrits de Bruno Latour, de ce point de vue, sont très, très riches d'enseignements. Et puis, ils nous disent qu'il faut aussi, quand on voyage, je crois, être sensible aux inégalités sociales. Et à l'époque que l'on vit, à une époque où la guerre revient frapper aux portes de l'Europe, au Proche-Orient, je crois que cette leçon, elle mérite d'être réentendue et de reconsidérer ces voyageurs du passé à l'aune des voyageurs européens que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup Gilles Montègre pour cette émission et d'avoir accepté de venir discuter de votre livre. Je le rappelle, Voyager en Europe au temps des Lumières, publié aux éditions Talendier. Merci à tous et à toutes de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.